Bonsoir. J'aimerais remercier M. Geller parce qu'avec sa présentation, enfin moi j'ai tilté sur beaucoup de mots. Je vais vous les citer en vrac comme introduction, je n'avais pas prévu ça, mais il a parlé oligopole, cap d'invisibilité, commission d'experts, revolving doors, alliance, greenwashing, les champions, le lobby et l'État. Et pour moi, c'est tous des termes qui ont tilté et qui font vraiment écho à ce que je veux vous présenter maintenant. J'espère que je serai aussi concise que lui. J'ai beaucoup d'éléments à présenter, mais j'essaierai de mettre l'accélérateur s'il faut. Juste en préambule, le CIPRES, c'est le Centre d'information pour la prévention du tabagisme du canton de Vaud. C'est une ONG qui a été fondée par les Ligues de la Santé, et qui est toujours aux Ligues de la Santé, et puis qui travaille sur mandat du service de la santé publique, avec des financements fédéraux de l'Office fédéral de la santé publique, enfin du Fonds de prévention du tabagisme, et puis qui développe aussi des projets propres, comme j'en mentionnerai un tout à l'heure. Donc le lobbying, j'espère que j'apporterai aussi ma contribution à une définition qui est effectivement extrêmement large, extrêmement vaste. En deux mots, c'est difficile. Et puis j'ai choisi de mettre en préambule cette petite image de David contre Goliath, pour présenter au fait une stratégie de l'industrie du tabac qui est certainement une des plus anciennes, qui est certainement un idéal typique et qui en tout cas en Suisse est très très peu documentée, pas suffisamment documentée. Et puis aussi pour signifier que David est là avec sa fronde, qui sait où tirer, mais que peut-être il a besoin de plusieurs cailloux. Et il a aussi besoin d'avoir une équipe derrière qui combat le même combat que David et qui ne combat pas un combat d'arrière-garde. Tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est des réflexions. On n'est pas encore passé, je dirais, à l'offensive aussi fort que vous, avec notamment la rédaction d'un livre, mais c'est des réflexions qui sont de plus en plus fortes, je dirais, dans la prévention du tabagisme en général. Je ne vais pas vous faire un cours sur la nocivité du tabac, mais je trouvais important de mettre quand même en exergue quelles sont les deux oppositions. Donc un fardeau de santé publique incontestable, avec un décès chaque seconde dans le monde, avec une épidémie qui grossit dans les pays à revenus plus bas, et puis qui diminue dans les pays à revenus intermédiaires ou supérieurs comme chez nous. En Suisse, c'est 9500 décès, donc c'est la plus grosse mortalité, cause de mortalité. Donc c'est plus que l'addition des accidents de la route, des suicides, de l'alcool, des drogues, et j'en oublie un ou deux, mais c'est vraiment le gros fardeau. Les coûts du tabac en Suisse ont été estimés, alors ça date déjà un peu, à 10 milliards. Et puis par rapport à Syngenta, vous articuliez les 15 milliards. Avec l'industrie du tabac, on est à 700 milliards. Je n'ai pas le nombre exact de postes de travail au niveau international, parce que ça dépend un petit peu comment on les compte. En Suisse, une étude de l'industrie du tabac mentionnait il y a 2-3 ans 8000 emplois. On voit que dans la presse, quand il y a des débats politiques, ils en affichent un tout petit peu plus. Donc c'est un vrai poids lourd. Et puis là, vous avez une échelle de l'efficacité du contrôle de la prévention du tabagisme. Donc comment les mesures d'encadrement permettent d'avoir une prévention plus ou moins efficace. Et vous avez des lanternes rouges et puis des locomotives. Donc dans les locomotives européennes, il y a l'Angleterre, l'Irlande, la Norvège, il y a la France qui va aussi faire certainement un bond avec l'introduction du paquet neutre. Vous en avez peut-être entendu parler, donc ces paquets de cigarettes qui ne mentionnent plus de manière esthétique la marque, mais qui, au fait, il y a juste le nom, il n'y a plus les couleurs, il n'y a plus tout l'imaginaire associé. Et puis alors la Suisse fait figure d'assez mauvais élève, avec une 18e position, 45 points sur une échelle qui peut en avoir une centaine. Et puis le problème de la Suisse, c'est la non-ratification d'un traité international que je vais vous présenter après, et puis la présence encore très importante de publicité pour les produits du tabac, sur laquelle le CIPRE a été actif avec une étude qu'on a apportée ce soir, qui est une étude romande qui a été réalisée sur 2 ans, où on a essayé de mettre en exergue comment la publicité pour les produits du tabac était présente en Suisse romande, malgré des cadres restrictifs qui sont plus ou moins déjà en place de manière différente dans les cantons. Donc le traité de santé publique dont je vous parlais, c'est la convention cadre de lutte anti-tabac qui énonce les mesures prioritaires.
180 pays qui l'ont signé, ratifié, donc qui se sont imposés cette régulation. Et puis la Suisse qui l'a signé du bout des doigts il y a 10 ans, mais qui attend, donc en la signant, c'est oui, on a l'intention de ratifier, mais qui attend que son droit soit en accord avec le traité pour la ratifier, ce qui n'est pas prêt d'arriver, je vous l'expliquerai après, dans le cadre des débats actuels. Donc seuls Andorre, le Liechtenstein, Monaco, la Suisse en Europe ne l'ont pas ratifié. Et puis quelques pays dans le monde. L'industrie du tabac, c'est une stratégie tentaculaire qui est dirigée ici, à Lausanne, avenue de Rodanie pour ce qui est de Philip Morris et de BAT, et puis à Genève, avec le tout nouveau siège de Japan Tobacco International, qui est à côté de l'OMS, et puis qui fait un peu d'ombre à l'OMS, je dirais. Donc voilà leur dernier bureau. Donc là aussi, la notion d'État, de proximité de l'État est là. Et puis une stratégie que j'avais envie d'illustrer comme ça. Nous aussi, on aimerait que nos fumeurs vivent plus longtemps. Et puis là, je ne vais pas vous faire le détail, mais c'est les mesures de réduction de la demande et réduction de l'offre qui ont été dictées dans cette convention cadre. Il y en a toute une kyrielle, c'est des documents qui sont longs à rédiger, qui sont longs à mettre en place pour les États. Mais il y a certaines mesures qui sont peut-être plus importantes que d'autres ou qui sont plus proches de nous. Je pense à l'exposition à la fumée passive. C'est une des mesures extrêmement importantes. Dans le canton de Vaud, c'est passé il y a quelques années. Au niveau suisse, c'est moyennement passé avec une loi qui a encore beaucoup de lacunes. Et puis, on a tous les autres aspects de réglementation, composition des produits, étiquetage, etc. J'en passe. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est l'ensemble de ces mesures qui aura une efficacité. Et souvent dans le débat et au niveau du lobbying, il y a une mesure qui est agitée. Ah mais celle-ci, elle n'est pas efficace. Et ah mais celle-ci est efficace. Et puis on doit vraiment voir les choses dans leur ensemble. Et là, je pense que c'est un point commun qu'on a aussi. Il y a un article qui est essentiel et qui touche de près au lobbying, c'est l'article 5.3 et qui stipule qu'en fait les politiques de santé publique ne devraient pas être sous influence de l'industrie du tabac. Alors quand on voit ce que nous a présenté Monsieur Geiler, on se rend compte que c'est pas facile et puis que même dans des pays qui l'ont ratifié, c'est difficile. Donc je vous le lis juste en définissant et en appliquant leur politique de santé publique en matière de lutte anti-tabac. Les parties donc signataires veillent à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac, conformément à la législation nationale. Et c'est là que le bas blesse, et c'est là que le bas blesse en Suisse. C'est notre maillon manquant, et ça pose aussi toute la question de la transparence. Monsieur parlait des lobbyistes qui doivent déclarer leurs intérêts. Il y a eu le cas similaire à Bruxelles, avec 9 lobbyistes déclarés pour l'industrie du tabac dans le cadre d'une discussion sur une directive européenne, et 160 lobbyistes de fait sur le terrain. Donc on déclare une partie, mais il y a aussi toute la partie invisible de l'iceberg. Et c'est là-dessus qu'à mon avis, on doit encore travailler pour modifier la réalité. Je voulais détailler un petit peu les stratégies de l'industrie du tabac pour bloquer les mesures de prévention. Ça part dans tous les sens. Donc, je me suis concentrée sur 7 points qui ont été développés par une association qui est très active, c'est l'association Oxy-Romandie, et puis qui connaît extrêmement bien la stratégie de l'industrie du tabac en Suisse et à l'étranger, puisque son président est actif à différents niveaux du traité, de la convention cadre. Et puis, je vais essayer d'illustrer ces 7 points dans la suite de mon exposé pour donner un petit peu de corps, mais je suis consciente qu'on n'ira pas en profondeur, que vous aurez vraiment seulement un aperçu. Mais j'espère que ça vous donnera le goût de continuer à chercher et à poser un regard critique et éclairé sur un certain nombre de situations. Je ne les ai pas citées, pardon. Donc, par rapport à des mesures de prévention, dans l'histoire aussi, on le verra un peu chronologiquement, d'abord la négation de la nocivité, la relativisation de la nocivité, empêcher l'adoption de mesures de prévention. On verra qu'au niveau suisse, on est là maintenant, puisqu'on est en train d'élaborer une loi sur les produits du tabac
et que c'est ces stratégies qui sont en route, tout faire pour bloquer la mise en application, empêcher que les mesures soient appliquées, ou développer un nouveau produit qui échappe au champ d'application. Donc on va un petit peu regarder ce qui s'est passé. Là, c'est un recul dans l'histoire avec, je dirais, les prémices du négationnisme de l'industrie du tabac. Dans les années 50, il y a eu les premières études du surgeon américain qui mettaient en évidence la dangerosité du tabac. Et très vite, il y a eu une réplique, là c'est en 54, avec a frank statement, donc une déclaration franche, soyons francs. Et donc il y a eu 500 annonces il y a eu une annonce dans 500 quotidiens le même jour, et l'industrie du tabac déclarait « Nous pensons que nos produits ne sont pas dangereux pour la santé, et puis nous avons collaboré et nous allons continuer à collaborer avec les instances responsables, donc là on est aussi sur l'état, de la santé publique. » Et ils n'ont pas démenti à ça depuis 1954, c'est ce qu'ils font, sauf sur la première partie. Aujourd'hui, ils ont accepté que leurs produits étaient dangereux, mais ils continuent à essayer d'être les alliés de la santé publique. Et c'est là qu'on aurait besoin d'un petit peu plus, de beaucoup plus de transparence. Et puis, donc cette première campagne, elle s'est manifestée ensuite par plutôt une campagne d'affichage tout public. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment de l'affichage ou sous quelle forme c'était, mais où les médecins se sont engagés en disant que tel tabac était moins irritant, tel autre tabac moins dangereux, etc. etc. Donc, le doute sur la nocivité a été entretenu longtemps. Et puis plus proche de chez nous, même si ça date déjà un petit peu, il y a eu cette affaire Rylander, dont vous avez peut-être entendu parler, c'était il y a une douzaine d'années, au niveau de l'Université de Genève, avec un professeur qui était un éminent spécialiste de la santé environnementale, et puis qui a travaillé au fait pour Philip Morris, et qui a amené des résultats qui étaient éminemment faux, ou qui a dit que la fumée passive n'était pas nocive, mais qu'il y avait des problèmes à trouver dans l'alimentation, dans d'autres éléments d'environnement, etc. Et puis cette affaire a donné lieu à un procès important, un procès en diffamation, qui a été finalement gagné par les tenants de la santé publique, et puis ça a donné lieu à un livre, Infiltration, qui est assez intéressant, et puis qui est emblématique. Et à l'époque, il y a un professeur de droit de Genève qui a dit « De toute façon, l'histoire ne se répète pas, donc il ne faut pas tellement qu'on légifère pour ce genre d'affaires parce qu'elle ne va pas se répéter. » Et puis je vous montrerai tout à l'heure que malheureusement, l'histoire se répète et est plus proche de nous. Le deuxième point de cette stratégie, minimiser, relativiser cette nocivité. Donc je crois que l'affaire dont je viens de vous parler reste emblématique. Ensuite, vous avez parlé, M. Gayler, des sites internet, du site de Greenpeace. Ah non, c'était celui de Syngenta. On a un petit peu la même chose quand on va sur les sites des cigarettiers. Alors aujourd'hui, les cigarettiers reconnaissent les effets du tabagisme sur la santé, bien que si on clique, il n'y a plus grand-chose derrière. Et puis la réduction de la nocivité, c'est leur dernier credo. J'en parlerai aussi sur le point 7 des manipulations. Par contre, en corollaire, ils mettent là, et alors là, si on clique, on a du texte et du texte. Les éléments qui, pour eux, sont centraux, c'est la fiscalité et puis la contrebande, à savoir que l'industrie du tabac, c'est de notoriété publique qu'elle a orchestré elle-même la contrebande internationale. Donc, elle est un peu jugée partie dans l'affaire. Le doute est leur produit. Et ça, je crois qu'on retrouve dans votre présentation, monsieur, on l'a retrouvé dans les affaires d'amiante, dans les affaires d'intoxication au plomb et autres. C'est vraiment une stratégie qui est très, très bien rodée. Donc, c'est une stratégie, au fait, qui met en doute les mesures qui sont réputées efficaces par la santé publique et puis qui porte les autres en avant du débat. Comme ceux que je viens de vous citer, avec les propres préoccupations de l'industrie du tabac. Et aujourd'hui, dans le débat, j'en reparlerai aussi, c'est les questions du paquet neutre, de la publicité sur lesquelles l'industrie s'énerve véritablement. J'en parlais en préambule avec
une membre du comité Dickens qui disait, mais finalement, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile? Quand une mesure de santé publique est bonne, en général, il y a de l'opposition de l'industrie. S'il n'y a pas d'opposition, comme c'est le cas, par exemple, ou comme ça a été le cas par rapport à l'interdiction de vente aux mineurs, qui en soi, toute seule, n'est pas une bonne mesure, l'industrie n'entre pas en discussion. Et puis alors, vous avez cité Burson Marsteller. Alors, on les retrouve. Hein, les agences de conseil, elles conseillent tout le monde, et de la même manière. Donc ici, ça date aussi un petit peu, c'est les années 90, donc c'est les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui le greenwashing, a green corporate image more than a logo. Et c'est donc l'injonction pour les industries de mettre en avant d'autres groupes, ce qu'on appelle les front groups, pour défendre leurs intérêts. Donc je vous lis ça rapidement. Pour les médias et le public, les entreprises seront parmi les sources d'informations les moins crédibles au sujet de leurs propres produits, l'environnement et les risques de sécurité. Ces deux publics, donc les médias et le public, se tourneront vers d'autres experts pour obtenir un point de vue objectif. Il est donc indispensable de développer le soutien, la validation de tiers pour les messages concernant les risques de base de l'entreprise. Ce soutien devrait idéalement venir des autorités médicales, des dirigeants politiques, des responsables syndicaux, des universitaires, des fonctionnaires compétents de police et pompiers, des environnementalistes et des organisations de réglementation. Donc voilà un petit peu, c'est la même source qui les habite. Et puis là, c'est un extrait de la stratégie de Reynolds Tobacco. À l'époque, c'était eux, donc je ne sais plus quel groupe ils représentent exactement. C'était en 93, au moment des initiatives jumelles pour interdire la publicité pour l'alcool et le tabac en Suisse. Et c'est des initiatives qui ont échoué. Et elles ont échoué notamment après une grande stratégie orchestrée par l'industrie du tabac et de l'alcool. Et les maîtres mots, c'était orienter le débat sur la liberté d'expression. Quand on parle du droit des marques, on est aussi tout proche des questions de liberté d'expression. Les industries du tabac et de l'alcool devaient être en retrait du débat politique, surtout pas être devant, mais mettre les autres. Et puis s'engager activement et proactivement à chaque moment pour infléchir le processus politique, donc le lobby, avant les chambres et le Parlement. Et le but, c'était donc d'éviter des compromis défavorables. Le troisième niveau, empêcher l'adoption de mesures de prévention. Alors, on est dans ce train-là maintenant, autant au niveau européen qu'au niveau suisse. Au niveau suisse, il y a une nouvelle loi, c'est la loi sur les produits du tabac qui doit être créée. C'est la première fois qu'il y a une loi sur les produits du tabac. Jusqu'à aujourd'hui, le tabac a été considéré comme une denrée alimentaire, donc au même titre que votre pain et puis votre chocolat qui va avec, tiens. Et puis au niveau européen, je vous parlais de la directive européenne. Au niveau australien, il y a eu des questions sur le paquet neutre, donc l'absence de reconnaissance visible des marqueurs de la marque. Et puis, c'est sorti récemment, donc c'était le 19 mai, le lanceur en France évoquait le travail de l'association Oxyromandie dont je vous ai parlé, qui a mis en évidence un contrat qui était tenu secret entre Philip Morris et l'université de Zurich, avec des résultats d'études qui ont montré, qui n'ont pas démontré, mais qui faisaient croire que la mesure du paquet neutre avait été inefficace en Australie. Et ces documents ont été utilisés ensuite au niveau du Parlement européen, au niveau de l'Angleterre, au niveau de l'Indonésie, donc ils ont été utilisés largement. Donc pendant qu'on court derrière à montrer que l'étude est frauduleuse, les effets et les mauvais effets courent et avancent. Donc là, c'est vraiment tout récent, si bien que le CIPREVO, avec ses collègues des autres CIPRE romans, on a fait un communiqué de presse cette semaine pour dénoncer ça, en disant quand les scientifiques se rendent complices du lobby du tabac aux dépens de la santé publique. Alors il y a beaucoup d'actualités sur le tabac en ce moment, mais pour l'instant, les médias ne se sont pas encore manifestés. Ça peut encore arriver d'ici au 31 mai. Mais voilà, donc l'histoire se répète, puisque je vous disais que ça avait déjà eu lieu dans une autre université suisse il y a quelques années. Vous avez aussi parlé des fondations plus ou moins orientées vers le développement. Alors la CSR, la Corporate Social Responsibility, c'est aussi une manœuvre extrêmement importante pour l'industrie du tabac, et en Suisse en particulier parce qu'il y a une grande latitude, une grande marge, une grande expérience, tout un réseau qui est déjà présent.
Et je vous cite que 3 cas, mais c'est Caritas. Donc, l'industrie du tabac est très volontiers active sur la pauvreté, sur les femmes battues, et puis sur les catastrophes internationales et puis le développement. Et puis aussi la culture, bien sûr, alors avec les festivals, ça je vous en ai pas parlé, mais vous le trouverez très bien documenté ici. Et puis là, la culture, c'est donc le musée de Genève qui a été financé il y a plusieurs années par l'industrie du tabac, puis ça avait fait un grand tollé. Finalement, la Croix-Rouge a décidé de renoncer à ce financement, et, parce que c'était en contradiction avec sa mission. Et puis aussi, alors des fondations entières, là j'en ai pris une au hasard, c'est la fondation GTI qui, comme vous le voyez, fait beaucoup de belles choses dans le monde, en plus de faire un mort par seconde. Je reviens au niveau fédéral, donc la loi sur les produits du tabac, vous savez que construire une loi au niveau suisse, c'est long, il y a un grand processus consultatif, en général il y a 200 à 300 participants à une consultation. Ici, ça a été exceptionnellement important avec 637 prises de position. Et puis, il y avait surtout des groupes qui disaient trop peu de prévention ou trop de prévention. Quelques satisfaits, mais vraiment la marge. Oups, pardon. Et puis, donc dans les prises de position, alors sans surprise, il y avait les cigarettiers, bien sûr aussi des milieux de l'économie qui sont très fortement liés aux cigarettiers, Économie suisse, l'Union suisse des arts et métiers, Publicité suisse, un certain nombre de partis politiques, un certain nombre de cantons, aussi très dépendants, on va dire, de l'industrie du tabac. Et puis le centre patronal, Gastro Suisse, qui avait été un acteur incontournable pour la fumée passive. Et puis aussi la commission d'intérêt Priorité Liberté. Je reviendrai sur cette commission qui joue un rôle assez intéressant. Et puis la Fédération des entreprises. Du côté des milieux de la santé, un petit peu plus léger, avec un certain nombre de partis, un certain nombre de cantons, et puis les associations de la santé, bien sûr, mais qui ne sont pas toujours faciles à mobiliser, je ne vous cache pas. Et puis ici, je tenais à évoquer un ouvrage de André Mack, qui est professeur à l'Université de Lausanne, et qui a fait très récemment ce livre « Groupe d'intérêt et pouvoir politique ». Et puis à la lecture, donc il montre comment les groupes d'intérêt ont été efficaces au niveau du lobbying depuis la fondation de l'État suisse moderne. Mais il identifie 5 acteurs en particulier qui sont les poids lourds et qui ont de l'influence au niveau du développement des cadres légaux et au niveau parlementaire. Et puis, il dit que ces 5 acteurs, pourquoi ils ont de la force? Alors, vous avez mentionné tout à l'heure l'argent. Alors, c'est clair que la capacité financière est importante, mais ils ont aussi une base extrêmement solide. Ils ont une capacité à mobiliser leurs membres qui est importante. Ils ont une reconnaissance des autorités qui est ancrée dans le tissu suisse, parce que le tissu suisse a été véritablement fait par des petites organisations. Et puis gentiment, il y a eu plus d'États, mais on part d'un État qui était fédéral avec très peu d'administration. Et puis aussi leur capacité à mobiliser l'opinion publique. Et donc, j'évoquais avant Économie suisse, l'USAM, l'Union patronale suisse, on voit qu'ils ont aussi participé. L'Union suisse des paysans n'a pas participé à la consultation directement, mais c'est une sous-branche, puisque c'était les tabaculteurs qui étaient là. Et puis Swiss Holdings, je n'ai pas retrouvé la trace, mais là, c'est vraiment les corporations des multinationales. Donc voilà les poids lourds décrits dans ce livre, et on voit que c'est ceux qui ont participé à la consultation de manière importante. Et suite aux travaux de consultation, il y a tous les travaux de commission, les discussions, et puis la presse est forcément un très bon révélateur de ce qui se passe sur le terrain. Alors là, je vais aller assez rapidement, parce qu'il ne me reste plus que 5 minutes aussi, mais il y a des positions de l'USAM, donc torpiller la croisade contre le tabac, aussi un vocabulaire extrêmement chargé pour la prévention du tabagisme, hein, c'est des croisades, c'est vraiment dénigrant pour le travail de santé publique. Là, c'est Publicité Suisse, donc un grand acteur qui a sorti un petit pamphlet sur Stop aux interdictions publicitaires au moment où le Conseil fédéral sortait son projet de loi.
Ici, plus proche de nous, une petite gazette aussi, Économie Région Lausanne. Et alors, à lire, je vous passe les détails, mais c'est vraiment une apologie de l'industrie du tabac, de son magnifique bâtiment au bord du Léman, de son chauffage tiré au lac. Enfin, c'est exemplaire. Ils ont aussi reçu le prix du meilleur employeur. Donc, si vous discutez avec un conseiller d'État, vaudois ou neuchâtelois, l'exemplarité arrive tout de suite. C'est important, surtout à Neuchâtel, mais aussi dans le canton de Vaud. La menace à l'emploi, ça c'est un de leurs credos incroyables. Et puis, en même temps qu'on nous dit qu'il y aura des licenciements avec cette loi, enfin, c'est pas en même temps, mais quelques mois avant, on voyait que sans autres états d'âme, il y avait des suppressions d'emplois. Et puis, celles-ci, elles n'étaient pas liées à la loi sur les produits du tabac, elles étaient liées à l'actionnariat et à la volonté d'être toujours plus bénéficiaire. J'en suis pas très loin. Là, on est sur la commission de la santé au Conseil d'État qui a siégé au mois de mars dernier. Et puis qui dit, en troisième puce, rien ne prouve qu'une interdiction générale de la publicité permette de réduire la consommation de tabac. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les pays ont légiféré là-dessus, presque tous les pays sauf la Suisse. Il n'y a plus beaucoup d'études, mais on a une évidence claire. Et on a une commission ici qui reprend le doute de l'industrie, enfin qui reprend les mots en fait, et la mise en doute de choses qui sont absolument connues. Et aujourd'hui, on en est là. La commission, le conseil, le conseil des États va siéger début juin, et puis la commission recommande de dire renvoyer cette loi au Conseil fédéral. Et ça, c'est un risque majeur pour nous qu'on n'ait pas de loi. C'est peut-être une chance aussi qu'on n'ait pas de mauvaise loi, mais ça, c'est une autre question. Quatrième point. Faire en sorte que les mesures adoptées soient inefficaces. Alors, quand je vous disais que c'était une autre question, effectivement, la loi prévue par le Conseil fédéral est une loi qui est insuffisante, que Oxy Romandie a appelée une loi de préemption, une manière de dire on a fait une loi, mais après, ce qui se passe réellement, c'est moins important. Et là, c'est une mise en image de nos résultats sur le marketing. Et au fait, la loi telle qu'elle est prévue par le Conseil fédéral en matière de publicité, elle interdit la publicité dans les médias et par affichage, mais elle laisse une grande marge de travail de publicité dans des points de vente, dans des soirées privées, sur Internet, et j'en passe. Donc une loi inefficace. Là, de nouveau, c'est un article qui met c'est un article de l'USAM, qui dit que les mesures pour lesquelles ils sont d'accord, c'est l'interdiction de vente de tabac aux mineurs. Donc c'est la seule mesure que l'industrie prône et accepte, et c'est celle qu'elle a toujours prônée et acceptée. Et là, je fais juste une petite parenthèse, parce qu'on est dans le canton de Vaud. On a fait 3 enquêtes avec Addiction Suisse, donc sérieuses, sur l'application de la loi en termes de vente aux mineurs, puisqu'on a déjà une loi cantonale, et c'est une loi qui est extrêmement mal appliquée, puisqu'elle est appliquée à 30%. Donc on sait pourquoi les cigarettiers la plébiscitent seule et unique. C'est parce qu'elle ne remplit pas ses objectifs, à moins d'être comprise dans l'ensemble du paquet que je vous présentais au début. Tout faire pour bloquer la mise en application des lois efficaces. Là, rapidement, deux exemples de recours qui ont été faits par l'industrie du tabac à la Cour européenne pour le paquet neutre, enfin contre le paquet neutre, et puis aussi au niveau de la Grande-Bretagne. Et puis c'est des jugements qui ont été rendus au mois de mai cette année, et donc qui ont donné tort à l'industrie du tabac. Mais en Suisse, on continue à réfléchir à des vieilles mesures, des mesurettes, et puis on ne s'inquiète pas de ça. Donc ça, c'est des grandes victoires, et puis il faut vraiment les utiliser comme jalon pour la suite. La 6e, empêcher que les mesures soient appliquées. J'en parlais déjà un petit peu avec la loi sur les produits du tabac. Je ne vais peut-être pas m'étendre plus parce que le temps presse. Peut-être juste aussi signifier de nouveau l'action de Oxy Romandie, cette association romande, qui a saisi la commission de la loyauté, parce que l'industrie du tabac, comme les autres,
est favorable à l'autorégulation. Et quand il y a un problème, on discute entre nous et on fait changer les choses. Et puis, il y a une quinzaine de plaintes qui ont été déposées à cette commission de la loyauté. Ça a pris de longs mois pour que ces plaintes, pour qu'une réponse soit donnée. Et puis la réponse était absolument insatisfaisante pour grand nombre de ces infractions en matière de publicité et ont montré vraiment que l'autorégulation n'est pas opérante. Et aujourd'hui à Lausanne, il y a ce kiosque qui est emblématique, mais il y en a plusieurs qui sont emblématiques, avec une publicité encore visible de l'espace public, malgré une loi qui est entrée en vigueur il y a une dizaine d'années, mais vous comprendrez que c'est de la décoration de vitrine et il ne s'agit pas d'affichage. Et le septième, développer un nouveau produit qui échappe au champ d'application de la loi, prétendre qu'il est inoffensif. Dans les années 60, c'était la cigarette du sportif avec un filtre. Ensuite, c'était les cigarettes light qui donnaient des cancers light ou moins light. Et puis aujourd'hui, c'est les produits à tabac chauffés. Ça ressemble étrangement à la cigarette, en tout cas quand on achète ce packaging. Et puis ça permet d'être à la fois pour l'industrie dans quelque chose de moins nocif et en discussion avec les instances sanitaires et avec les cantons qui les accueillent pour dire qu'ils sont en train de faire quelque chose de fantastique. Et ça permet à la fois d'être présent avec sa marque dans les kiosques avec un produit qui ne rentrerait pas dans la même régulation. J'ai encore 5 minutes. Ah, c'est gentil. Vous avez été... Vous poserez plus de questions sur Syngenta. Je voulais juste vous dire ce qui se passe au niveau international en termes de suivi de ces stratégies. Il y a 3 exemples. Il y a le Comité national contre le tabac qui a fait un livre qui est ici et puis qui documente ces méthodes de manière extrêmement détaillée et pointue. Quelque chose de très factuel. Il ne s'agit pas de mettre en avant une théorie du complot. Il ne s'agit pas non plus d'agripper les politiques en leur disant qu'ils manquent d'éthique ou de moralité. Mais il s'agit vraiment de démonter une stratégie qui est orchestrée bien plus haut. Ici, c'est l'université de Bath, en Grande-Bretagne, qui a une sorte de Wikipédia sur laquelle, donc aussi un travail collectif, sur lequel sont répertoriées les grandes manœuvres de l'industrie du tabac. Et puis, il y a aussi une perspective dans les BRICS, Brésil, Inde, Chine et les autres, pour développer des observatoires. Ça, c'est une décision toute récente, donc je ne sais pas encore ce qui va sortir de ces exemples-là, enfin de ces pratiques-là. Pour nous, en Suisse, on a besoin de les documenter, ces pratiques d'influence, on a besoin de les communiquer. L'éventail est large, il faut qu'on adopte une systématique qu'on n'a pas encore. Le focus sur le passé est plus facile parce qu'on a accès à un certain nombre d'archives, même beaucoup d'archives. Sur le présent, c'est obscur, c'est sombre, et puis il faut rester sur du factuel. Donc c'est des domaines de compétences nouveaux, et c'est aussi des défis nouveaux. Qui peut faire quoi? J'ai divisé en 3 acteurs, mais pour la prévention du tabagisme, on doit vraiment passer d'une prévention qui était axée sur l'individu, sur les personnes qui veulent arrêter, comment on les conseille, etc. Et puis doubler cette pratique qui est certes importante, mais d'une vision vraiment politique, remonter ces préoccupations à nos politiques pour qu'ils reconnaissent aussi ce bien fondé de mettre ces questions d'influence, creuser, chercher, comprendre la stratégie, tisser des liens. Donc pour moi, c'est du pain béni de vous entendre, Monsieur Geiler, et puis interpeller sur la transparence. Je vois qu'on a vraiment les mêmes problèmes. La société civile doit porter un regard critique, la transparence aussi, dénoncer les irrégularités. Peut-être que le kiosque de Saint-François, s'il n'y a pas que le cyprès qui s'insurge, on arrivera peut-être, mais pour l'instant, on a des réponses vraiment de Normands. Interpeller le politique. Et puis les politiques, orienter leurs décisions sur le bien commun, j'ai le droit de rêver, prendre en compte les faits éprouvés, mettre en place de la transparence lors des contacts avec l'industrie du tabac, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et puis, in fine, pour tout le monde, contribuer à l'implémentation de la Convention cadre et de cet article, notamment 5.3. Et pour que cette image ne soit plus qu'un vieux souvenir et que la prévention du tabagisme ait un petit peu plus de force à l'avenir.